Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures à la une de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une forte délégation éthiopienne visite les infrastructures portuaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, les forces israéliennes poursuivent leur offensive destructrice sur la bande de Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Hassan Ahmed Ibrahim, et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, ont reçu une délégation de haut niveau de l'Éthiopie, dirigée par M. Adam Farah, vice-président du Parti de la prospérité de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La réunion a porté sur le renforcement des services logistiques et les transits généraux entre les deux pays, car l'Éthiopie prévoit de transporter plus de 2,3 millions de tonnes d'engrais via les ports de Djibouti en 2023-2024, qui seront immédiatement transportés en Éthiopie via les réseaux routiers et ferroviaires avant la saison des pluies. Les deux parties ont souligné l'importance d'assurer le bon déroulement de ces opérations. Rappelons que la délégation a également visité les infrastructures ultramodernes de Djibouti, notamment la SGTD, le DMP, le PDCA, afin de constater l'engagement ferme de Djibouti à traiter efficacement les opérations de fret et d'engrais éthiopiens. La délégation, qui est en visite officielle de 4 jours à Djibouti, comprend des personnalités notables telles que M. Girma Amanti, ministre de la Culture, de M. Dengue Abourou, ministre d'État des Transports et de la Logistique, de Mme Sophie Kassa, ministre d'État de l'Agriculture de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ainsi que l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Bernaou Tseguié. L'augmentation de ces échanges d'engrais entre les deux pays est une évolution positive pour l'économie, car elle aidera l'Éthiopie à stimuler sa productivité agricole et sa sécurité alimentaire. Les deux parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles façons d'améliorer les services logistiques et de transit entre les deux pays. Elles ont également exprimé leur engagement à promouvoir le commerce et l'investissement entre Djibouti et l'Éthiopie. Eh bien, dans son intervention, M. Aboubakar Omar Hadi, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a souligné l'importance de renforcer les services logistiques et de transit entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a mis l'accent sur l'engagement de Djibouti à gérer efficacement le transport de plus de 2,3 millions de tonnes d'engrais des ports de Djibouti vers l'Éthiopie. Il a ainsi rappelé que via les réseaux routiers et ferroviaires avant la saison des pluies, il a souligné l'importance de garantir le bon déroulement de ces opérations. Il a également souligné l'engagement de Djibouti à fournir des infrastructures de pointe pour la manipulation de ces marchandises et de ces engrais éthiopiens. M. Aboubakar Marhadi a exprimé son optimisme quant à l'impact positif des échanges accrus d'engrais sur les économies des deux pays, en particulier en ce qui concerne le renforcement de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire en Éthiopie. De plus, il a confirmé l'engagement de Djibouti et de l'Éthiopie à collaborer davantage pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles stratégies visant à améliorer le service logistique et de transit tout en favorisant le commerce et l'investissement entre les deux nations. Eh bien, la visite de la délégation s'est poursuivie alors qu'ils étaient accompagnés à la tour de PK23, un repère important à Djibouti où s'est tenue la réunion. Eh bien, cette réunion s'est tenue dans la salle de conférence ultramoderne et bien équipée du 15e étage, offrant une vue panoramique sur la ville. Au cours des discussions conclusives, les représentants de haut niveau de Djibouti et de l'Éthiopie ont approfondi les détails de leur coopération. Ils ont exploré des domaines potentiels de collaboration future, tels que la simplification des procédures douanières et de transit, l'amélioration des infrastructures et la facilitation du commerce pour accommoder le transport substantiel vers l'Éthiopie au cours de l'année à venir. La réunion a également abordé des sujets liés aux opportunités d'investissement futures et aux initiatives visant à promouvoir la croissance économique et les relations commerciales entre les deux nations. Les parties ont réaffirmé l'engagement à promouvoir les liens économiques solides et à améliorer l'efficacité des services de logistique et de transit, reconnaissant les avantages mutuels qu'ils apportent à leur économie.
Eh bien, dans son intervention, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a discuté de la visite de la délégation éthiopienne et a souligné la relation étroite entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a mis en avant les efforts de collaboration et le travail effectué entre les deux nations. Le ministre a souligné l'importance de la visite de la délégation éthiopienne à Djibouti. Il a aussi discuté des discussions productives avec son homologue lors de la réunion de la Tour à Pékin 23 en mettant particulièrement l'accent sur les domaines de collaboration tels que la simplification des procédures douanières et le transit, l'amélioration des infrastructures et la facilitation du commerce. Le ministre a abordé le sujet des opportunités d'investissement futures et des initiatives visant à promouvoir la croissance économique et les relations commerciales entre Djibouti et l'Éthiopie, a-t-il déclaré le ministre des Équipements et des Infrastructures. Santé à présent, où le ministère de la Santé, à travers le centre Husseina, a clôturé les activités de sensibilisation dédiées à la prévention des cancers génitaux féminins. Ces activités de sensibilisation se sont tenues dans les 5 régions de l'intérieur. Ces vastes programmes visent à renforcer les actions de sensibilisation et de prévention et de dépistage sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins. Le cancer constitue dans le monde un fléau global et un problème majeur de santé publique, du fait de son fort taux de mortalité et surtout du coût exorbitant pour sa prise en charge. Par ailleurs, cette campagne a été menée par les équipes du centre Husseina en collaboration avec les équipes cadres de région. Le ministre de la Santé compte mettre en place prochainement un plan stratégique de lutte contre les cancers chez les femmes. De ce fait, tous les centres de santé communautaires dispenseront le dépistage des cancers dans un futur très proche. Ainsi, les centres de santé joueront un rôle important dans l'orientation et les recours des femmes au dépistage afin de réduire sensiblement les délais de prise en charge et de l'absence des suivis. On change de domaine. Éducation cette fois-ci, où l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, plus connue sous l'acronyme Adam Math, a organisé hier au lycée d'État sa première édition des assises de l'association. L'association Adam Math a pour objectif de faire naître et développer chez les élèves la passion pour les maths, les goûts pour la recherche et la rigueur scientifique à travers des séances d'animation, d'exposition et de renforcement des connaissances. Par ailleurs, l'association ambitionne de préparer les meilleurs élèves en maths pour prendre part aux compétitions nationales et internationales des mathématiques portant sur la programmation, la cryptographie et la robotique. Cette première assise a permis à l'association Adam Math de faire connaître l'association, de présenter le bilan des activités de l'année écoulée et du plan d'action pour l'année scolaire en cours. Outre des hauts cadres du MELFOP, ont pris part aux premières assises de l'association Adam Math, des professeurs de mathématiques, des établissements scolaires et l'Université de Djibouti, des élèves, des amoureux du maths, ainsi que des membres des associations des mathématiques partenaires, notamment de la France et du Mali. Direction le Sud, où l'association des jeunes du Château d'Eau, plus connue sous son acronyme, a lancé samedi dernier dans son siège le projet d'aménagement et de clôture du terrain de sport situé dans la zone d'habitation communément appelée Hara. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs financé par l'ambassade de France à Djibouti. Plus précisément, il s'agit d'un programme de financement des projets de développement sociaux émanant ou proposés par les groupements civils féminins ou autres connus sous le sigle PISCA, qui signifie Projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs.
À savoir que les fonds PISCA est un mécanisme de crédit déconcerté mis à disposition du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour financer des micro-projets provenant des partenaires locaux, organisations de la société civile djiboutienne et associations de base, ONG ou associations professionnelles. Quant au sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports, Ahmed Moussa, il a encouragé l'association à aller de l'avant tout en promettant de supporter la réalisation de ce projet à l'issue de la réunion du siège de l'association. La préfète adjointe Saïda Wabri, accompagnée par le président de l'association, Souleymane Elmi, et le sous-directeur régional du sport, Ahmed Moussa, ont procédé à la pose de la première pierre, enclenchant le début des travaux du terrain. Direction le Nord à présent, où un atelier de formation sur les techniques de la bonne gouvernance associative sur la conception, la gestion et le suivi et évaluation des projets de développement local a été organisé jeudi dernier en faveur des associations de la région. L'atelier a été ouvert plutôt par le préfet de la région de Dobok, M. Moussa Adelmigeni, et du vice-président du conseil régional, M. Ahmed Ali. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui, accompagnement de la structuration et du renforcement des capacités techniques de communication, de plaidoyer, de dialogue et de partenariat djiboutien pour le développement durable dans les thématiques sectorielles ciblées, les eaux, l'assainissement, la sécurité alimentaire, la mise en œuvre par l'ONG PLA et l'Institut de recherche indépendante de la Corne d'Afrique, IRICA, avec l'appui technique et financier du programme PASOC. Eh bien, le préfet de la région, Moussa Migani, a félicité l'ONG PLA et a fortement insisté sur l'importance d'une société civile organisée et outillée, capable de participer au dialogue et aux prises de décisions au niveau local et national. Touche exactement à des points sensibles, des points normalement qui font ressortir pourquoi nos associations ne font pas vraiment le travail. Pourquoi nous avons, en tant qu'État, nous avons des difficultés à travailler avec les associations. Le pourquoi. Je vais résumer ça en 2 points. Le premier point, c'est la transparence au sein même de l'association. Une association doit privilégier l'intérêt général, doit viser un objectif, donc doit mettre en avant la communauté pour laquelle ils sont là pour œuvrer. Donc, si je dis que l'association doit travailler déjà dans la transparence, premièrement, c'est que tous les 2 ans, vous devez organiser vos assemblées générales, respecter la procédure. C'est ça. Les associations qui respectent ça sont celles qui travaillent le mieux. APE, elle est là aujourd'hui pour vous former. Parce que c'est quand on est formé, quand on est bien informé aussi, qu'on peut prendre une décision. Le deuxième point, c'est la prise de décision. Nous, quand on prend des décisions, on aimerait bien les prendre avec la participation de la communauté. Vous représentez la société civile. Moi, j'aimerais bien travailler avec vous. Mais d'abord, il faut que l'association soit sérieuse et dans les activités, on peut voir la transparence. Là, on peut travailler à cœur ouvert, ensemble, nous pouvons prendre des décisions. Et toutes les décisions que nous allons prendre bénéficieront à la communauté. J'espère que cette formation se passera très bien donc, pendant 2 jours. Essayez de profiter au maximum. Essayez de tirer le maximum d'informations. Vous avez des experts. On reste toujours dans le Nord où le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation et de formation des jeunes sur l'entrepreneuriat numérique dans la salle de conférence de l'hôtel Gadilé, dans la région de Tadjoura, à l'intention des jeunes des régions de l'intérieur. Notons que l'événement a rassemblé des jeunes de 5 régions de l'intérieur, y compris des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders, des étudiants, des jeunes diplômés, des jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat numérique.
Cet atelier a été présidé par M. Ahmed Mogola, président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, placé sous le thème « L'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat numérique ». L'objectif de cet atelier est de doter les jeunes des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat numérique. Le vice-président du conseil régional de Tadjoura a, dans son mot de bienvenue, remercié l'équipe du mouvement de la jeunesse une et indivisible d'avoir fait le déplacement pour sensibiliser et former les jeunes de la région de l'intérieur, dans la région de Tadjoura, a-t-il précisé, sur l'entrepreneuriat numérique afin de leur permettre de bénéficier des opportunités du numérique. Les participants sont montrés très enthousiastes à l'égard de l'événement. Ils ont promis d'appliquer les concepts qu'ils ont appris dans leur démarche de la création d'entreprises numériques. Donner entrepreneur, c'est un moyen qui facilite beaucoup de choses. L'envoi d'emails, le contact avec d'autres personnes. Donc ce type d'atelier est un atelier qui apporte beaucoup de choses dans la mesure où cela permet à faire avancer le travail de l'entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, il faut toujours qu'il y ait un exemple. Je vous demande de bien écouter afin que, une fois sorti de cet atelier, vous puissiez au moins partir avec les minimums de bagages. Eh bien, lors de son discours d'ouverture de l'atelier, le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, M. Ahmed Mogola, a fait mention du rôle de l'importance de l'entrepreneuriat numérique et des opportunités à saisir par les jeunes. Il a encouragé les jeunes à se tourner vers le numérique de façon positive et utilitaire. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat numérique chez les jeunes comme moyen d'innovation, d'autonomisation et de transformation positive de leur environnement. L'entrepreneuriat dans le monde numérique est bien plus qu'une tendance, c'est une révolution. Peu de jeunes parviennent à faire du commerce numérique dans notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cet atelier de sensibilisation à votre attention pour vous guider et vous orienter vers le monde de l'entrepreneuriat numérique. Car le numérique, c'est l'avenir et vous représentez l'avenir. Je vous encourage à orienter votre passion et votre engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat numérique. À notre époque, les jeunes pensent que sans avoir les costumes des salariats, la vie n'a plus de sens. C'est ce qui est dramatique. Nos jeunes doivent oser évoluer avec leur temps et profiter des opportunités et des innovations numériques d'aujourd'hui pour changer leur mode de vie. En participant à cet atelier de sensibilisation et de formation, vous comprendrez l'importance et les opportunités associées à l'entrepreneuriat numérique et vous serez outillés pour lancer des petites entreprises numériques. Il vous revient à vous de mettre en application les enseignements que vous allez recevoir aujourd'hui ici afin de contribuer au développement des commerces numériques. Je vous invite à participer activement à cet atelier afin que les objectifs de cet atelier soient atteints. Que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de sensibilisation sur l'entrepreneuriat numérique. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis de table a clôturé la formation des entraîneurs pongistes du niveau 1. C'est encourageant de constater que 17 sur les 22 participants ont réussi l'évaluation formative de ces stages avec solidité et sérieux et agrégation. Ce projet sportif de formation a été rendu possible grâce au soutien du secrétariat d'État chargé des sports qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre les experts dans les meilleures conditions et assurer la préparation de la salle de conférence avec la sonorisation du matériel. La formation s'est déroulée dans un contexte parfait pour les participants avec une salle de conférence confortable et un groupe de travail favorable d'un point de vue pédagogique et didactique. Rappelons que ce dynamisme de la fédération a permis à notre pays de progresser à rejoindre le cercle fermé des pays avec un niveau élevé plutôt en classement. Ont participé. Sur les 22, 17 ont clôturé
17 ont clôturé ce stage avec succès et avec réussite. C'est là montré. Donc les 17 membres, c'est une nouveauté par notre fédération. Comme vous le savez, notre fédération est une des fédérations les plus actives dans notre pays. Et grâce au dynamisme du comité directeur et grâce au soutien du secrétaire d'État au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, ainsi que l'Agence nationale des stades, qui nous ont permis, qui nous ont aidés, qui nous ont mis à notre disposition le stade Goulet complet, la salle de réunion, la salle Gangouch. Et j'aimerais surtout remercier également le secrétaire d'État, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, qui depuis sa prise en fonction nous a aidé énormément. Notre fédération aujourd'hui est une des fédérations qui brille le plus en Afrique. Cela montre la volonté qu'aujourd'hui notre fédération est devenue dans le cadre numéro 3. C'est grâce à cela, c'est grâce à la réussite du tournoi régional que nous avons organisé l'année dernière que notre pays a gravi les échelons et aujourd'hui on est à la catégorie 3. C'est pour cela que nous avons réussi à avoir ces activités. Ce n'est pas seulement un stage d'entraîneur, cette activité a été regroupée en 5 activités. Il y a eu d'abord une journée de formation administrative, il y a eu également 5 jours de stage d'entraîneur. Demain, ce sont les équipes nationaux qui vont commencer 2 jours de stage bloqués, ensuite suivi d'un stage pour les arbitres et ensuite suivi d'une formation pour les écoles. Cela montre que ce programme était un programme complet qui consistait à développer davantage notre fédération. Nous avons eu, sur 54 pays africains, il y a seulement que certains, et en Afrique de l'Est, on n'est que 2 pays qui ont eu ces programmes-là. Et ce sont les 2 pays que je peux dire aujourd'hui, ce sont les élites de notre zone. Donc c'est grâce au dynamisme de notre comité et de notre fédération. Et aujourd'hui, nous espérons ne pas dormir dans la catégorie numéro 3 et rentrer aujourd'hui dans l'histoire de la Fédération africaine du monde en développant dans la catégorie numéro 2. Comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a seulement que 3 pays qui sont en catégorie numéro 2. Et si aujourd'hui on atteint cet objectif-là, Djibouti rentrera dans l'histoire des Olympiques, dans l'histoire de la Fédération internationale, en rentrant malgré le peu de moyens. Et dans l'actualité internationale, direction le Moyen-Orient, où pour la 29e jour consécutif, l'aviation et l'artillerie de l'armée israélienne ont lancé aujourd'hui l'aube une série de raids violents et de bombardements continus sur la majeure partie de la bande de Gaza. Des sources locales ont déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa que les bombardements aériens et artillerie se sont étendus depuis les zones nord de la bande de Gaza jusqu'au sud, touchant les maisons des citoyens dans les quartiers Al-Nasr, Sheikh Radwan, à l'ouest de la ville de Gaza, faisant des morts et des blessés. D'autre part, l'ONU a condamné le bombardement contre une ambulance hier à Gaza, une frappe confirmée par l'armée israélienne. Selon les autorités de la santé de Gaza, cette frappe a fait 15 morts et 60 blessés. Il convient de noter que la bande de Gaza est soumise depuis environ un mois d'horribles massacres commis par les forces d'occupation israéliennes visant des civils innocents, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées, entre autres des destructions des infrastructures de base ainsi que des écoles, des hôpitaux, mais aussi des mosquées et des lieux de culte. On reste toujours au Moyen-Orient où le secrétaire d'État américain a rencontré des ministres arabes à Amman. La capitale jordanienne, Amman, a accueilli aujourd'hui une réunion conjointe de 5 ministres arabes et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Rappelons qu'au cours de cette réunion, la première du genre depuis le début de l'attaque israélienne contre la bande de Gaza, les ministres arabes ont souligné la position arabe appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la livraison immédiate et urgente d'aide humanitaire à la bande de Gaza. La réunion, qui comprenait les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, de l'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, et un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, a également discuté avec Blinken de toutes les répercussions et des moyens de mettre fin à cette guerre, détérioration qui menace la sécurité de toute la région. Il convient de noter que cette réunion intervient au lendemain de la visite du secrétaire d'État américain en Israël, qui a rejeté une trêve humanitaire temporaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, au moins 128 personnes ont trouvé la mort et plus de 200 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,4 de Richter qui a frappé l'ouest du Népal, a déclaré un haut responsable de la police. Le porte-parole de la police népalaise a déclaré que la plupart des victimes ont péri dans les 2 principaux districts de l'ouest du Népal, a-t-il indiqué. Actuellement, le nombre des victimes dans le district de Jajarka a atteint 92 morts, tandis que dans l'ouest de Rukum, au moins 36 personnes ont péri. Le bilan pourrait s'alourdir, a-t-il ajouté. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.